Mise en situation. T'es joueur NBA, tu gagnes le titre et t'es élu meilleur joueur. Accomplissement ultime. Tu sors ton autobiographie et il n'y a aucune mention du fait que t'as été élu MVP des finales. Je veux parler de Iguodala. Chez Roleplayer, on aime bouquiner et surtout on aime les joueurs qui sont pas des superstars mais qui ont marqué la ligue. Du coup, l'autobiographie d'André Iguodala me paraissait plus qu'intéressante à aborder. Ça s'appelle The Sixth Man. Il est là, c'est sorti en 2019. Coécrit avec Carvel Wallace et ça nous parle d'un joueur qui a passé 19 ans dans la ligue quand même, qui a joué avec des grands joueurs, Allen Iverson, Steph Curry, Kevin Durant, qui a un palmarès plutôt sympatoche et surtout qui a une carrière atypique, joueur de complément à Philadelphie à ses débuts, avant de devenir l'option numéro 1 des Sixers, après un court passage à Denver où c'était un peu l'homme à tout faire, pour finalement devenir 6e homme de luxe aux Warriors, où il va remporter 4 titres. On va parler de tout ça, mais avant, générique. I want Iguodala. Non mais générique avant quand même. Alors perso, Iguodala, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. C'était une machine à highlight. Le mec pouvait dunker sur la truffe de n'importe qui dans son prime. Il était long, athlétique, il pouvait jumper jusqu'au plafond. Il avait des grosses capacités en défense sur l'homme, mais aussi collectivement. Il avait toujours une très bonne lecture et un timing impeccable pour choper des ballons. C'était une de ses marques de fabrique. Un bon handle aussi, des bonnes mains, un sens de la passe très développé pour un poste 3. Un facilitateur, en fait, sorte de Pippen du pauvre. D'ailleurs, Scottie qui était une de ses idoles, au même titre que Penny Hardaway. Toujours à chercher la meilleure option. Un vrai joueur d'équipe, qui avait certaines limites, on y reviendra, mais qui a toujours fait passer l'intérêt commun avant ses ambitions personnelles. Alors moi, bizarrement, il me fait beaucoup penser à deux joueurs français, Nicolas Batum et Boris Dio. Pas au niveau du style, mais plus de la philosophie de jeu et de leur parcours. C'est pas des mecs qui vont te faire gagner avec une bande de nazes autour. Par contre, insérés dans le bon collectif, c'est des joueurs qui deviennent indispensables et qui avaient aussi cette tendance à pas regarder le panier, des fois de refuser des shoots carrément, tellement ils ont une conception collective du basket. Donc moi ça me parle, et puis sinon d'un point de vue extérieur, Iguodala, j'ai toujours pensé que c'était un bon gars quoi. Je sais pas, il donnait l'impression d'être une plus-value sur le terrain, mais aussi juste dans la vie d'un groupe. Alors je sais pas, t'as ce feeling des fois, tu te dis ça a l'air d'être un chic type, un joyeux luron. Donc on va voir ce que ce bouquin nous raconte sur Iggy, comme on le surnomme, mais on va surtout aussi parler de ce que le bouquin n'évoque pas, et on va commencer par là, c'est assez hallucinant. Il y a des omissions dans ce livre, waouh! Donc quand tu penses à Iguodala, tu penses Warriors, tu penses titre, tu penses Block by James. Mais tu penses surtout à MVP des finales, trophée qu'il a obtenu en 2015 et qui est une des plus grandes distinctions que tu peux obtenir en NBA. Ce trophée, il en parle pas dans le livre. Il évoque la célébration du titre, la parade à Auckland, sa joie, mais pas le fait d'être un putain de MVP des finales. Alors que c'est sûrement une des attributions de trophée les plus controversées de l'histoire. Pour rappel, en 2015, les Warriors de Steph Curry affrontent les Cavs de LeBron, et les Warriors s'imposent 4-2. Et à la stupeur générale, c'est pas le MVP de la saison en titre et accessoirement meilleur joueur de Golden State qui est récompensé, mais un lieutenant, le 6e homme de la team, en la personne d'Iguodala. Alors ouais, si tu t'en tiens aux chiffres, normalement il aurait pas dû avoir photo, Curry a des stats quand même large plus impressionnantes, mais je me souviens qu'à l'époque je trouvais pas ça déconnant qu'on le file à Iggy. Les Warriors sont menés 2-1 dans cette finale, et Steve Kerr, selon les suggestions de ses assistants, il va décider de remettre Iguodala dans le 5, et ça change la série. Il sort 3 gros matchs, les Warriors ils misent sur le small ball, et ils vont gagner 3 matchs de suite pour être champions, et il y est pour beaucoup. Parce que 2015 c'est une année charnière dans le parcours d'Iguodala, sa 2e année à Golden State, c'est déjà un vétéran à ce stade, et en début de saison, alors qu'il a fait toute sa carrière titulaire, Steve Kerr, qui est coach rookie à ce moment-là, qui vient de remplacer Mark Jackson, il décide et annonce à Iggy qui va débuter les matchs sur le banc de touche. Alors Iguodala, il raconte dans le livre que c'était pas du tout évident comme transition. Déjà, ça te fout un coup à l'ego. Quand t'es titulaire depuis 10 piges en NBA, il faut une vraie force mentale pour changer son rôle et sortir du banc. Ça lui a pris 1 an grosso modo pour s'y faire. Et il explique que le plus dur, c'était de rentrer dans un match où la dynamique elle a déjà été trouvée par les 10 titulaires. En fait, t'as pas de temps d'adaptation. Il dit que quand t'es titulaire, tu peux prendre 2-3 minutes pour t'imprégner du rythme du match, du flow, de l'arbitrage, alors que quand tu sors du banc, t'es un peu jeté au feu et t'as pas ce temps-là, tu dois être impactant direct.
Et psychologiquement, c'était pas facile pour lui parce qu'il avait tendance à perdre rapidement confiance au shoot et il avait le sentiment au début que s'il rentrait pas ses tirs, il pouvait retourner faire banquette à tout moment. Alors qu'en vrai, il a un profil où s'il fait tout bien à côté, normalement il a rien à craindre. Mais il est honnête, il avoue qu'au bout de 3 shoots manqués d'affilée, en général, il dégaine plus et c'est pour ça notamment qu'il a un profond respect pour Steph Curry et Klay Thompson. Mais voilà, on parle d'un gars qui a un QI basket au-dessus de la moyenne quand même, qui sait s'adapter justement et qui progressivement va se fondre dans son nouveau rôle, alors en étant un facilitateur et surtout en n'ayant pas de pression niveau performance offensive. Le scoring, c'est les 2 maniaques du shoot qui s'en occupent, et même autour, tu avais des Barbosa, Sean Livingston ou encore Mary Speights qui n'étaient pas les derniers pour mettre la balle dans le panier. Donc il était un peu récalcitrant au début, mais une fois que les Warriors commencent à torcher toute la concurrence, t'es obligé de reconnaître que c'était peut-être pas une mauvaise idée ce changement de rotation. En fait, il explique que c'est limite ses proches qui ont eu plus de mal avec ce changement de statut. Il avait peur que quelque chose s'était cassé dans la relation d'Iguodala avec les Warriors, alors que c'était juste un choix sportif qui a été payant. Donc pour revenir à la finale de 2015, symboliquement je trouvais ça cool, que pour une fois on récompense un travailleur de l'ombre, un mec qui s'est sacrifié pour le bien de l'équipe, qui a un impact qui va au-delà des stats justement, et qui est performant des 2 côtés du terrain. Parce que ouais, le mec à côté de ça, il devait scoltiner un LeBron dans son prime, et il faisait partie de ceux qui arrivaient le mieux à l'emmerder. Après, pour être honnête, je l'aurais filé à James, le MVP dans cette finale-là. Personne ne me dira que c'était pas le meilleur joueur de cette finale. Mais s'il y a bien un gars qui aurait mérité ce trophée en jouant pour l'équipe perdante, des années après Jerry West, je pense que c'était lui. Bon, Curry le méritait aussi, ça reste le meilleur joueur des Warriors, mais je fais pas partie de ceux qui trouvent ça si scandaleux que Iguodala soit récompensé. 9 seconds at a time. Okolo tried to throw the lob to Batum. This is going to be showtime. Andre Iguodala. Iguodala, c'est aussi un mec qui a participé à des compétitions internationales avec Team USA, au championnat du monde 2010 en Turquie, au JO de Londres en 2012, avec 2 médailles d'or à la clé, et t'as littéralement droit à 2 lignes dans le bouquin par rapport à ça. Alors que, je sais pas, je pensais que sur les 2 tournois, il côtoie certains des plus grands, je pensais que ça méritait d'être approfondi, notamment en 2010, c'est un des tauliers de l'équipe, mais non, il en a rien à carrer. Il revient longuement sur le talent des mecs qui jouent avec lui aux Warriors, mais Team USA, pas un mot. Alors, plus anecdotique, mais quand même mentionnable, il parle pas non plus de sa participation au concours de dunk en 2006. Il était confronté à Nate Robinson, il s'incline de façon un peu scandaleuse. Il passe des dunks quand même super stylés, alors que Nate, je l'aime bien, mais quand un mec a besoin de 30 tentatives pour passer un dunk, c'est un poil too much. Donc Iggy s'est un peu fait voler. Alors pas un vol au niveau d'Aaron Gordon, mais pas loin. Iggy peut l'avoir mauvaise aussi, mais apparemment pas tant que ça, vu qu'il ne l'évoque pas non plus dans le bouquin. André, ça pouvait être un mec clutch aussi, partout où il est passé, il a mis des shoots de la gagne ou au buzzer, que ce soit en playoff, au Staples Center, je me souviens contre les Lakers de Kobe à l'époque des Sixers. Avec les Warriors, il en a mis aussi, mais encore une fois, pas un mot dans le livre. Beaucoup trop modeste, le Iggy. Iguodala against Turkoglu. Andre Iguodala for the lead. Yes! Oh yes! Andre Iguodala has done it again! Clutch, il a aussi été en 2012 pour les Sixers en playoff, et c'est peut-être le plus gros oubli du bouquin pour moi. De ne pas évoquer le parcours des Sixers cette année-là, parce que c'était la première fois en 8 ans de carrière qu'ils passent un tour de playoff, et surtout dans un contexte où c'était un peu un paria à Philadelphie. Pour mettre dans le contexte, en 2012, les Sixers ils finissent ric-rac 8e à l'Est, ils se tapent les Bulls de Derrick Rose au premier tour des playoffs, personne leur donne une chance, sauf que Rose il se pète dès la fin du premier match. Il est out pour la série, et les Sixers vont en profiter pour prendre l'avantage 3-2, et ils peuvent finir le boulot au match 6 devant leur public. Il y a un point d'avance pour Chicago à 7 secondes de la fin, Omer Asik rate son lancer, Iguodala chope la balle, il remonte tout le terrain comme un TGV pour aller au panier et provoquer la faute. Il a 2 lancers pour offrir la qualif à Philly, et autant te dire qu'il a un peu la pression sur les épaules. Au-delà du fait que c'était loin d'être un mec fiable sur la ligne des lancers, il faut ajouter à ça des années de désamour du public et des médias locaux qui le prennent en grippe depuis des années. Donc ces 2 lancers, ça peut potentiellement être une rédemption pour un mec qui a été mal aimé une grande partie de sa carrière aux Sixers. Parce que ouais, Iggy, il s'est retrouvé à être le leader de cette équipe un peu par défaut en fait. Quand il débarque en NBA en 2004, t'as 2 superstars dans sa team, Allen Iverson et Chris Webber,
Sauf que les deux, ils se barrent au bout de 2 ans, ce qui va laisser Iguodala aux manettes, alors qu'il n'y a rien qui le prédisposait à remplir ce vide tout seul. Pour autant, il va faire de son mieux, ses stats vont progressivement monter, il amène Philly en playoff, et les Sixers se disent qu'ils tiennent leur nouveau franchise player. Il va signer un gros contrat en 2008, 80 millions de dollars sur 6 ans, et à partir de là, il va s'en prendre plein la gueule. On lui reproche d'être inefficace, pas régulier, de pas assez prendre des initiatives en attaque. En fait, on le juge négativement parce qu'il met pas 20 points par match et que les Sixers pataugent. Alors c'est vrai, ses stats elles diminuent, les Sixers n'arrivent pas à progresser, mais la raison principale de ces échecs, c'est la direction des Sixers. Ouais, c'est l'heure de régler des comptes là. Donc en 2006, les Sixers ils sont au plus bas, ils sont derniers à l'Est, Iverson et Weber ils prennent la tangente. Tu fais quoi dans ce genre de cas? Tu tankes, personne n'attend que tu sois compétitif, l'époque Iverson est finie, tu repars de zéro. Plutôt une bonne idée en plus en considérant qu'à la draft suivante, t'as un mec qui s'appelle Kevin Durant qui est dispo. Mais non, les Sixers se mettent à gagner des matchs, pas assez pour aller en playoff, mais trop pour avoir un bon pick de draft. Donc au final, leur stratégie, c'est plus de développer les jeunes qu'ils ont déjà, tout en essayant de rester compétitifs, et en faisant le ménage dans leurs finances pour signer potentiellement un gros poisson en 2008 après avoir retrouvé les playoffs. Alors ouais, pourquoi pas, tu rajoutes un top player au groupe déjà en place, tu as peut-être quelque chose à faire. Ils signent Elton Brand. Alors, super joueur, c'est pas le souci, mais le gars il a pas joué au basket depuis 1 an à cause d'une blessure au talon d'Achille, et eux ils vont lui offrir le jackpot. Même les Clippers, ils se sont dit « Ouais non, on passe ». Après, ça se saurait si les dirigeants de Philly savaient ce qu'ils faisaient. Ça remonte à l'ère Barclay déjà, où ils enchaînaient les trades pourris. Après, avec Iverson, c'était pas beaucoup mieux. Et puis le process actuellement, c'est pas folichon non plus. Bon, je divaguais de ouf là. 2012, match 6, Iggy sur la ligne. Il porte ses coronets, il plante les 2 lancers, il envoie les Sixers au 2e tour des playoffs pour la première fois depuis 10 ans. Alors ok, il n'y avait pas d'Eric Rose, mais ça restait quand même le meilleur moment que les fans des Sixers ont vécu à Philly depuis perpète. Et Iguodala, après tout ce qu'il a vécu, il vit enfin un moment de communion avec sa fanbase. Alors, je sais pas, j'aurais pensé qu'il y avait de quoi en placer une là-dessus dans le bouquin, mais non, il en parle pas. Et puis derrière, au 2e tour, il pousse les Celtics, du Big Three encore à l'époque, à une série en 7 matchs. Voilà, jusque-là, il n'avait jamais atteint des sphères aussi hautes, mais pas un mot. Bon, la logique sur cette série, elle avait été respectée, Les Sixers avaient été vaillants, mais ça manquait de talent quand même. En fait, le problème, c'est que c'était une équipe avec plein de joueurs qui étaient bons dans plein de secteurs, mais personne qui excellait particulièrement dans un domaine précis. Evan Turner, Jrue Holiday, Iggy, du coup, Thaddeus Young, des bons joueurs, mais personne qui avait un level au-dessus, quoi. Je me dis que s'il parle pas de tout ça, c'est qu'il devait vraiment l'avoir mauvaise avec les Sixers. Il parle beaucoup de l'ambiance de merde qui régnait à ce moment-là. Période pas facile dans sa carrière. À partir du moment où il a signé son gros contrat, c'est devenu le bouc émissaire des fans et des médias. À chaque fois que les Sixers se plantaient, il a carrément fait des insomnies. À un moment, c'était tellement violent qu'il y avait un journal de Philly qui l'avait consacré athlète le plus détesté de Philadelphie. Pourtant, ça avait bien commencé pour lui à Philly. Dès sa saison rookie en 2004, il va tout de suite s'imposer dans le 5 de départ. Il avait profité du fait que Glenn Robinson se barre peu de temps après le training camp. Ça lui avait laissé un boulevard au poste 3. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait que des branques, Willie Green, John Salmons. Et du coup, Iguodala, il va assurer. Il va starter toute la saison. Il va tourner à plus de 30 minutes par match. L'autre chance qu'il a, c'est d'être tombé dans une équipe où, malgré les mauvais résultats, il n'avait pas de pression. Quand tu as Iverson et Chris Webber dans ta team, ça fait qu'on fait pas trop gaffe à toi. Alors, il ne voyait pas le ballon des masses non plus, ça faut le dire. Mais par contre, il était tout de suite essentiel en défense dans cette équipe. Mais au-delà du parquet, ses débuts aux Sixers, ça va aussi le conditionner au niveau du lifestyle NBA. Il côtoie des joueurs expérimentés. D'ailleurs, il fait l'éloge dans le bouquin de certains d'entre eux. Iverson qui va lui apprendre à gérer le star system, mais aussi à assumer la notoriété, se sentir légitime en NBA. Il rend aussi hommage aux autres vétérans qui vont l'encadrer et lui apprendre comment se comporter comme un professionnel, notamment C-Webb, mais aussi Mark Jackson et Aaron Mackey. Au final, s'il est si amer vis-à-vis de Philadelphie, c'est peut-être aussi par la façon dont il s'est fait dégager des Sixers. Ça, il en parle pour le coup. Le coach de l'époque, c'est Doc Collins, qui va venir voir Iguodala pendant l'été 2012, il me semble que c'était pendant les JO, pour lui dire qu'il est impatient de commencer la nouvelle saison avec Iggy en leader. Il veut surfer sur le momentum des derniers playoffs. Et un jour après, Iguodala apprend qu'il est transféré à Denver. Impitoyable. Après, il faut comprendre, les Sixers avaient récupéré Andrew Bynum dans ce trade. Des génies. Dans le bouquin, tu as une anecdote marrante sur Doc Collins. C'était un mec très proche de Jordan. Il l'avait coaché aux Bulls et aux Wizards.
Et pour motiver les Sixers, il disait à ses joueurs que MJ regardait leur match. Alors t'entends ça, t'es refait, trop la classe, sauf qu'au final, il s'était avéré que c'était un gros mytho. Un des joueurs était pote avec Jordan, et il avait balancé que c'était des conneries, que Collins, il avait inventé ça juste pour chauffer les mecs. Je parlais du transfert d'Iguodala en 2012 avant, il avait été tradé à Denver, il revient pas mal sur son passage là-bas, il en garde plutôt un bon souvenir. Une équipe qui avait surpris tout le monde cette année-là, les Nuggets avaient tapé leur meilleur bilan, 57 victoires, alors que t'avais pas un mec qui sortait du lot, hein, c'était l'époque des Ty Lawson, Chandler Wilson. Tout roulait cette année-là, ils avaient des ambitions pour les playoffs, mais ils ont eu un coup dur en fin de saison, il y avait Gallinari qui s'était pété au plus mauvais moment. Et encore une fois, Iguodala ne revient pas sur une polémique qui avait fait couler un peu d'encre à l'époque. Au premier tour des playoffs, en 2013, Denver ils vont tomber sur les Warriors et ça va être en quelque sorte l'éclosion de Steph Curry. Il allait massacrer les Nuggets, 4-2 pour Golden State au final, et déception pour Denver qui sort au premier tour alors qu'ils avaient l'avantage du terrain. À la suite de cet affrontement, il y a des rumeurs qui sortent, comme quoi Iguodala il avait déjà en tête de rejoindre les Warriors la saison suivante et qu'il aurait filé des infos au staff de Golden State sur le plan de jeu des Nuggets en pleine série. D'ailleurs, George Karl, le coach des Nuggets, il ira jusqu'à dire que Iguodala c'était une taupe pour les Warriors. Bon, George Karl, pas la meilleure des sources, hein, un peu un hater. Alors qu'il avait déjà en tête d'aller à Golden State, ça je veux bien le croire, qu'il balance dans le dos de son équipe, ça c'était un peu fort de café. Et sinon, anecdotique, mais c'est un passage qui m'a énervé de ouf dans le bouquin. Iggy raconte un match à l'époque de Philly où il y a une star de l'équipe adverse qui vient le voir avant le coup d'envoi pour lui avouer qu'il est complètement bourré. Donc Iguodala, il se dit « easy, victoire facile ce soir, si mon match-up il met pas un pied devant l'autre, ça devrait passer crème ». Au final, ce gars-là, il va lui mettre la misère, il sort un match de ouf, et on nous donne pas de nom, c'est tellement frustrant. J'ai dit « mais balance, il y a prescription 10 ans plus tard ». Moi j'assume, en cadet départemental, j'ai joué une fois complètement torché, et j'ai joué comme une merde. Là où Iguodala va vraiment prendre le temps de raconter son parcours, c'est les débuts. La première partie du livre elle est dédiée à sa famille et l'environnement dans lequel il a grandi. Il vient de Springfield, un bled près de Chicago. Il revient sur les valeurs qu'il a tirées de son éducation, son esprit compétitif qui vient de ses joutes sur le terrain avec son grand frère, qui était aussi un joueur d'un bon niveau au lycée, et puis sa rigueur et son sérieux qu'il va tirer de sa mère. L'éducation de sa mère, c'est d'ailleurs le fil rouge du début du livre. Elle était basketteuse, elle aussi, et elle a beaucoup fait pour le développement personnel d'Iguodala. C'est plutôt un bel hommage qu'il lui rend, et par cette introduction, on comprend le type de personne qu'il va devenir, sa curiosité notamment, et le fait de s'informer sur le monde qui l'entoure en dehors de sa passion pour le basket. Une autre personne qui a eu une grosse influence sur lui, c'est son tout premier coach, qui avait eu sous ses ordres Kevin Gamble à ses débuts. Gamble, un joueur qui a fait une petite carrière sympa en NBA dans les années 80-90, aux Celtics notamment. Et ça va vraiment ouvrir les yeux à Iguodala sur les possibilités de jouer à haut niveau, puisqu'il avait maintenant un référent qui avait les mêmes origines que lui. Alors quand il commence le basket, il est meilleur que tout le monde, parce qu'il faisait une tête de plus que les autres, et qu'il était super athlétique. Il faut savoir qu'il faisait du saut en hauteur et du triple saut à côté. Mais vers 15-16 ans, il te raconte qu'il commence à perdre son avantage de taille et ça va le forcer à modifier son jeu. Il va commencer à vraiment étudier le game, les écrans, les systèmes, les tendances de ses coéquipiers. Il va jouer pas mal à la main et ça va développer sa vision de jeu. Bref, il comprend très tôt qu'il faudra miser sur un bon QI basket s'il veut progresser. Donc l'intelligence de jeu, c'est quelque chose qui met beaucoup en avant, mais aussi tout l'aspect physique. Il te raconte ses premiers workouts pré-draft avec Tim Grover, un des préparateurs physiques les plus réputés aux États-Unis, qui a bossé avec Kobe, Wade et surtout Michael Jordan, ça place un peu le bonhomme. Bosser avec Grover, ça a fait réaliser à Iguodala l'exigence du sport de haut niveau. C'est comme un passage à l'âge adulte pour lui. Il te raconte qu'il en a chié sa race la première fois qu'il a rencontré Tim Grover, et il comprend à ce moment-là qu'il va devoir step up au niveau des haltères, notamment. Et encore une fois, c'est une rigueur qui va s'imposer toute sa carrière par la suite. Un autre prépa qui est mis en avant, c'est Steve S, un personnage NBA que j'ai toujours kiffé, qui a bossé plus de 20 ans aux Nuggets, et ça fait plaisir qu'il ait droit à un shout-out parce que c'était une des figures très appréciées en NBA, un mec en or a priori, que ce soit professionnellement, mais aussi humainement. Donc props à Iggy pour parler de lui. Sinon, un joueur qui a été le sensei d'Iggy au niveau de l'intensité physique nécessaire pour accomplir ses objectifs, c'est Corey Maggette, pas le nom le plus reluisant, mais les vrais savent. Maggette, il était bâti comme un tank et il fallait y aller pour le stopper. Quand il coupait dans la raquette, il faisait pas de sentiment. Moi, quand je pense à Maggette, je pense toujours à ça. Corey Maggette, a little
That's impressive right there, though, Kane. I don't know many... Sinon, au niveau de l'éthique, André il cite aussi l'alimentation, la nutrition, c'est des facteurs essentiels pour lui, hein, et aussi l'aspect mental, avec beaucoup de séances de yoga à la clé. Donc tout ça, c'est des éléments qui lui ont permis de durer dans le temps, et qui, selon lui, font la différence avec des joueurs talentueux, mais qui n'ont pas eu le même dévouement nécessaire pour s'installer durablement en NBA. Et il avoue dans le bouquin, il a croisé la route de pas mal de mecs qui l'ont impressionné, qu'il a même idolâtré au collège ou à la fac, mais qui n'ont pas suivi ces préceptes-là. Il parle de Darius Miles, Rashad McCants, qu'on peut voir maintenant avec Gilbert Arenas là, dans son podcast, Salim Stoudemire aussi. Donc voilà, c'est les noms qu'il cite parmi les talents gâchés qu'il a pu côtoyer durant sa carrière. Crucial aussi dans un parcours de joueur NBA, c'est de bien choisir l'agent qui va te représenter, et Iguodala, il partage ce process dans le livre. Ça va commencer dès ses années à la fac à Arizona, où il a commencé à se faire courtiser. Alors il donne quelques exemples de mecs qui n'ont aucun sens moral. Lui après, il a eu quelques mésaventures, mais il va avoir la chance de tomber sur Rob Pelinka, qui est le GM des Lakers aujourd'hui, mais qui a été agent pendant des années. Alors il raconte leur première rencontre, et en gros, ce qui fait la différence, c'est qu'ils n'ont jamais parlé business. Je crois qu'ils ont joué au ping-pong, ils se sont échangés des banalités, et en fait, après ça, le tour était joué. Lui, Iguodala, ça lui allait qu'il tombe pas sur un mec qui lui parle que d'argent. Sinon, globalement, les passages sur son expérience à la fac, ils sont plutôt cool. De son temps, le taulier à Arizona, c'était Luke Walton. Il en tire un portrait plutôt flatteur d'ailleurs, ce qui n'était pas forcément le cas de son coach, le vétéran Lute Olson, un vieux de la vieille, un cliché un peu des coachs de fac ricains dans les années 80-90. André il décrit une relation compliquée, les deux pouvaient vraiment pas se blairer, mais il explique que pour faire carrière, faut faire preuve de diplomatie aussi. Il raconte que malgré leur mésentente, lui et son coach, ils se doivent de faire bonne figure. Parce que Iguodala, il veut aller en NBA, et forcément, les scouts, avant la draft, ils vont se renseigner sur lui auprès de son coach notamment. Et les commentaires d'Olson, ils vont servir un peu comme une lettre de recommandation. Donc Iguodala, il avait plutôt intérêt à pas trop dépasser les bornes non plus. Et dans l'autre sens, Lute Olson, il sent que son poulain il va passer pro, donc il doit garder Iguodala dans ses petits papiers, parce qu'il veut compter sur lui pour jouer les ambassadeurs de luxe au moment où Arizona voudra recruter des joueurs dans le futur. Le basket c'est politique aussi. Alors Iggy mettra un peu d'eau dans son vin plus tard, et avec le recul, il comprendra mieux ce que Olson lui a apporté à la fac, parce qu'il sera coaché des années plus tard par Steve Kerr à Golden State, qui a lui-même évolué sous les ordres d'Olson, puisqu'il a aussi fait ses études à Arizona. Du coup, inconsciemment, Iggy et Steve Kerr, ils avaient tous les deux une vision du basket qui se rejoignait sur pas mal d'aspects, et c'est une des raisons qui a fait que son rôle de sixième homme a été un peu plus facile à accepter par la suite. Sinon, un des meilleurs passages du livre, c'est le moment où il est free agent en 2013, son contrat se termine avec Denver, et il a plusieurs options sur la table. T'as Sacramento, il fait la meilleure offre en termes d'argent, mais il arrive à la trentaine et son objectif c'est de gagner. Donc les Kings, ils sont hors jeu. Meilleure décision de sa vie. Le premier choix d'Iguodala, c'est les Warriors qui sont intéressés, mais ils n'ont pas assez de cash, ils sont bloqués par la luxury tax. Du coup, il reste les Mavericks qui sont sur la pente descendante, mais qui restent compétitifs. Il y a toujours Nowitzki à l'époque. Ils ont le pognon nécessaire et ils vont faire une offre à Iggy, et tout indique que ça va être sa prochaine destination. Mais il y a un élément qui va tout perturber. En général, la free agency en NBA, les gros poissons, c'est les premiers à signer dès le 1er juillet des gros contrats. Et tous les autres, ils suivent derrière. Et cette année-là, la tête d'affiche, c'était Dwight Howard, qui sort d'une année horrible aux Lakers. Et les Mavs, ils font partie des contenders. Donc ils disent à Iguodala d'attendre que le cas Howard y soit réglé. Sauf que Howard, il mettra du temps à se décider, le temps pour Golden State de faire le ménage dans ses comptes et de libérer de la masse salariale pour finalement mettre en place un sign and trade pour permettre à Iguodala de rejoindre les Warriors. Donc lui, il est aux anges, il peut aller à Golden State, il va gagner moins d'argent par rapport à ce qu'il aurait pu toucher ailleurs, mais il s'en fout. Il atterrit là où il voulait et l'histoire lui donnera raison. Quand même meilleure décision all-time. Tu te dis un univers parallèle où il va aux Kings pour l'argent, et ce bouquin serait probablement jamais sorti. Mi-figue, mi-raisin. D'un côté, j'ai bien aimé tout l'insight sur sa manière de voir les choses. Tu comprends sa psyché, tout l'aspect mental et physique. Là-dessus, il n'y a rien à dire, il dit tout. Tu sens une honnêteté aussi sur la confiance qu'il a fui à des moments dans sa carrière.
sur ses propres limites en tant que joueur. Il essaye de ne pas romantiser certains passages de sa vie. Je pense notamment ses années à la fac, où il avoue que ça le faisait chier de jouer gratos et qu'il aurait bien skip cette étape carrément. Surtout que c'était pas trop le genre à aller en soirée, le André. C'était un charbonneur de ouf. Et c'est vraiment l'aspect primordial du livre. C'est la recette, sa recette pour le succès. De ce point de vue-là, le livre, c'est la Bible, un peu pour un jeune joueur qui veut percer. Il te donne les clés, les fondamentaux qui ont fait sa réussite, et c'est raccord avec une vision du basket qui dépasse l'individu, et ça, j'avoue que ça me parle. Je ne l'ai pas évoqué avant, mais il en profite aussi pour donner son opinion de la société américaine, et notamment la condition des Noirs dans son pays, le racisme latent qui persiste, et les rapports de force qui en découlent. D'ailleurs, j'ai bien aimé qu'il parle de l'ancien joueur de baseball Curt Flood. Flood, c'était un mec qui a bouleversé le sport pro dans les années 70 en refusant un transfert au prétexte qu'il n'était pas une marchandise et qu'il voulait décider pour lui-même où il allait aller jouer au baseball. Il avait carrément fait un procès à la MLB, le championnat pro de baseball, et l'affaire était même remontée jusqu'à la Cour suprême. Il n'avait pas eu gain de cause, mais ça reste un pionnier pour avoir défié le système, et je trouvais ça assez cool qu'Iguodala lui rende hommage dans ce livre. À souligner aussi la toute fin du livre, où Iggy nous livre la journée classique d'un vétéran NBA, de son réveil le matin jusqu'au match le soir. C'est très bien écrit, c'est très prenant. T'as le quotidien en fait d'un joueur NBA qui est rouillé, parce que ça arrive à la fin de sa carrière. Il y a de l'humour aussi. Par contre, moi je suspecte que ce passage, il a été écrit par quelqu'un d'autre. En fait, ça détonne avec le reste du bouquin. Et je me dis, putain, si tout le livre avait pu être sur ce ton-là, ça aurait changé la donne. Parce que faut le dire, c'est loin d'être un livre passionnant, c'est assez plat, parfois. Iggy, c'est pas la personnalité la plus funky, tu comprends que c'est un mec qui a toujours filé droit, super sérieux, qui est pas jamais tombé dans certains travers, la street cred, très peu pour lui, en même temps il s'appelle André le mec. Donc exemplaire, mais ça manque de croustillant. J'espérais constamment qu'il se lâche un peu plus. Après, comme j'explique en début de vidéo, j'ai du mal avec toutes les omissions du bouquin. Il y en a quand même beaucoup. Tous les aspects individuels de sa carrière, ils sont relayés au second plan, ou pas adressés du tout, et c'est assez chelou, et en même temps, ça prouve encore une fois à quel point il voit plus le basket comme un sport d'équipe, et en vrai, c'est pas pour me déplaire, mais j'ai du mal à dire si c'est vraiment sincère, ou si c'est un peu une posture dans la manière où c'est écrit, et ça laisse un goût inachevé. Alors pour un fan assidu, c'est pas trop grave, mais pour quelqu'un qui découvre peut-être le joueur, tu passes à côté de sacrés trucs quand même. Alors il a fait beaucoup de promos à l'époque pour le livre sur différents podcasts. Il a d'ailleurs son propre média avec son ancien coéquipier Evan Turner. Et honnêtement, c'est sans doute plus intéressant. En gros, si tu veux en savoir plus sur la carrière de Iguodala, tu fais mieux d'aller écouter ses interviews ou se taper ses highlights sur YouTube. Et puis rajouter aussi qu'en plus de ce que j'ai énuméré, son historique familial, il est aussi décrit de manière assez aléatoire. Il cite quasi une seule fois sa femme et ses gosses. Pour une autobiographie, c'est pas commun. Et la décision de sortir ça en 2019... est aussi étrange, alors que sa carrière elle n'est pas finie, et derrière il fait une autre finale avec le 8 en 2020, et puis il gagne une 4e bague en 2022, alors peut-être il sortira un tome 2 ou une édition spéciale un jour, mais bon, ce sera pas pour moi. Donc verdict en demi-teinte, je me rends compte que j'ai presque plus parlé de ce qui figure pas dans le livre, et c'est ballot quand même. Après ça reste une autobiographie respectable, mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Bon, on va finir sur une note positive quand même. Le André, c'était un sacré joueur, qui a eu beaucoup de succès, et quand tu lis le livre, t'as le sentiment que c'est mérité. Et c'est peut-être ça le plus important au final.